Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec SMAC Assurance, qui est aujourd'hui leader de l'assurance des collectivités territoriales. En complément de ses contrats d'assurance, elle développe une gamme de services et d'outils qui permettent aux décideurs territoriaux d'appréhender leurs risques et de mettre en place des plans d'action. Alors, SMAC Assurance parraine un cycle de plusieurs webconférences que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de VK, dont celle-ci consacrée aujourd'hui au PCS et au PICS sous le titre « Des plans de sauvegarde plus agiles ». Aussi partenaire de cette manifestation, la DGCF, l'Association des dirigeants et dirigeantes des territoires, qui est très connue pour être très libre dans ses prises de position, qui rassemble aujourd'hui près de 1000 cadres dirigeants d'intercommunalités. Et parmi ces nombreuses actions, elle publie régulièrement des outils de grande qualité d'ailleurs, dont un dans la collection dynamique territoriale sur les plans intercommunaux de sauvegarde, coédité avec SMAC Assurance, qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui. Alors pourquoi ce sujet? Bien parce que la crise sanitaire a montré, s'il en était besoin, que les collectivités locales ne peuvent plus, face à des crises dont nous savons qu'il est impossible de définir la nature à l'avance, ne plus se permettre d'improviser, d'hésiter, de perdre du temps, de manquer de matériel ou de compétences et surtout de ne pas interagir. Est venu le temps des administrations qui s'adapteront dans leurs procédures, dans leur déploiement de compétences, dans les modalités d'action et de services rendus à chaque nouvelle urgence, à chaque nouvelle crise. Parce qu'en temps de crise, il est parfois compliqué pour une collectivité locale de se saisir efficacement de certains outils peu agile. La solution est notamment dans une plateforme web donnant accès à de nombreuses informations du PCS, et nous en parlerons largement, parce que nous ne maîtrisons pas le périmètre d'une crise qui ne concerne généralement pas qu'une commune, seule et isolée, mais un territoire, plusieurs communes, voire plusieurs d'ailleurs intercommunalités. Il est également important d'élaborer un plan de sauvegarde au niveau intercommunal, et nous en parlerons également. Les angles sont donc nombreux, et nous avons choisi pour les aborder de croiser des regards et des compétences avec trois intervenants que je m'empresse de vous présenter. Yvonique Ramis, vous êtes DGS de la ville de Moulins. Enfin, je passe DGS de la ville de Moulins et de son agglo, et vous êtes président de la DGCF que j'évoquais tout à l'heure, partenaire de cette conférence. Bonjour Yvonique. Bonjour. Paul MS, vous êtes géographe, cofondateur de Numérisque, qui est cette plateforme collaborative que j'évoquais de gestion des risques que vous avez créée avec Amaury Fischer, qui est un ingénieur développeur et qui, je crois, d'ailleurs est gérant de votre société. Bonjour Paul. Oui, bonjour à tous. Et Caroline Delalande, vous êtes chargée de mission du plan communal de sauvegarde au pôle technique de la ville de Vannes. Bonjour Caroline. Oui, bonjour à tous. Alors, au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir à droite dans l'interface GoToWebinar sur votre écran. Et nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais nous allons commencer tout de suite et je me tourne d'abord vers vous, Yvonique Ramis. Vous êtes DG d'une ville et d'une agglo. Et si je reprends les termes du document de la DGCF et de la SMAC que j'évoquais tout à l'heure, vous militez en la manière pour ce que j'appelle une évidente mutualisation, mais propre à chaque territoire, autour de quelques lignes de force et quelques principes que je vous propose de nous présenter. Yvonique. Oui, alors bonjour à toutes et tous et merci Hugues. Alors effectivement, on a mené parmi nos nombreuses études, on a mené cette publication en partenariat avec SMAC sur ce sujet de grande importance, qui est un sujet qui est pas forcément toujours appréhendé de manière, alors je veux pas dire de manière positive, mais qui est appréhendé souvent justement avec une forme de négativité, notamment chez les dirigeantes et dirigeants que nous sommes. Et l'un des intérêts de cette publication, c'était de se dire, et c'était avant la crise sanitaire, mais compris pas que du risque inondation, évidemment pas que, mais pourquoi du risque inondation du point de vue des intercommunalités, puisque les intercos sont maintenant les grandes héritières de la compétence dite GEMAPI depuis 2018 de manière obligatoire de par la volonté du législateur. Donc très clairement, pour le dire un peu autrement et de manière plus positive, essayons de transpercer ce quelque chose de plus positif dans la territoire. Et très clairement, il ne s'agit pas du tout d'opposer intercommunalité et communes, bien au contraire, bien au contraire. Il s'agit bien de se dire, à l'échelle de nos tissus urbains, mais aussi urbains et ruraux, voire d'abord ruraux et après urbains, en tenant compte de la spécificité de chaque territoire,
en tenant compte des responsabilités de chacune et de chacun, puisque je le redis, mais c'est un point clé, mutualiser de l'ingénierie, de la technicité, des matériels, des instruments, ça n'empêche le fait que entre les responsabilités de chacune des institutions publiques sera recherchée. Yvonique, on a vraiment des problèmes de connexion, on vous entend par moment. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prolonger nos propos avec Paul et vous demander de vous connecter peut-être par téléphone, de nous rejoindre et on reprendra en cours de route les joies du direct. Pas de problème. Les joies du direct. Hein. Désolé, mais je pense que ça me paraît plus raisonnable, notamment pour nous et pour nos internautes, évidemment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un tout petit peu les slides pour arriver à vous, Paul, hein, qui allait donc intervenir un petit peu en avance. Avec Numéris, vous avez créé un outil facilitant le décloisonnement horizontal et vertical et qui facilite aussi toutes les synergies possibles entre les acteurs. Nous reviendrons avec vous un peu plus loin sur les PICS que Yvonique Ramis commençait à évoquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi et le comment de cette plateforme collaborative de gestion des risques? Et je crois que pour ce faire, vous vouliez revenir d'abord, dans un premier temps, sur la tempête Xynthia. Oui, tout à fait. Merci pour la présentation. Donc, c'est vrai que la finalité de Numéris, c'est d'améliorer les synergies entre les acteurs de la gestion de crise. Et je voulais commencer par un marqueur qui est la date de 2010, et notamment la tempête Xynthia et les inondations du Var, où, comme la canicule de 2003, on a tiré des conséquences des améliorations de cette année-là, cette tempête, qui a entraîné les PAPI de deuxième génération, la compétence GEMAPI, les plans de submersion rapide. Et Numéris s'inscrit dans cette démarche-là d'amélioration suite à une crise qui était la tempête Xynthia. Et sur les limites que nous avons pu identifier, sur la prochaine diapo, s'il vous plaît, elle s'appuie notamment sur le rapport du Sénat suite à la tempête Xynthia. Et nous avons pu constater aussi à travers notre expérience de certaines contraintes rencontrées dans l'élaboration des PCS ou dans la gestion de ce document par les collectivités. Et tout d'abord par les petites et moyennes communes où nous sommes intéressés à ces besoins. Et donc, nous avons pu constater des manques de moyens, notamment humains, d'avoir les compétences sur le long terme de gens spécialisés dans la prévention pour maintenir à jour ces documents. Et cette contrainte est particulièrement identifiable dans les petites collectivités. Et puis aussi sur le volet outils concernant l'agilité des supports, la prise en main des supports et du coup entraînant des problématiques de maintien opérationnel dans le temps, de mise à jour de données qui sont relativement chronophages. Et à travers nos différents échanges, on a pu aussi constater un cloisonnement. Alors un cloisonnement interne entre cellules de crise, entre responsables de PCS, mais aussi entre acteurs sur un territoire, sur le partage d'informations, sur la décision collégiale, on va dire, pour la gestion d'un événement. Donc, suite à ces problématiques-là, on a décidé de mettre en place une approche de recherche très universitaire hein, dans notre méthodologie, avec la mise en place d'un prototypage sur 2 territoires. Un premier prototypage en 2017 sur l'île d'Oléron, où la tempête Xynthia était relativement récente et les élus en place, les élus et les agents avaient, on va dire, un retour d'expérience vis-à-vis de cette tempête, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui du fait des années qui passent. Et donc, sur ce territoire de l'île d'Oléron, nous avons prototypé notre solution Numéris PCS en s'appuyant sur les retours d'expérience, sur les besoins des élus et agents sur ce volet-là. Et plus récemment, en 2020, on s'est attaché à la problématique de la collaboration entre acteurs et donc comment créer cette synergie, ce décloisonnement, comme vous l'avez dit, vertical, mais aussi horizontal entre les différentes strates de collectivités. Donc, à travers ce prototypage, on a mis en place 2 groupes de travail. Un groupe lié aux tests utilisateurs, aux besoins utilisateurs, et puis un groupe plus technique, on va dire, sur l'approche de l'écosystème. Donc, sur le principe du développement du service, on a appelé Numéris PCS pour plateforme collaborative de sauvegarde. Et donc, l'idée voilà, est d'amener le collaboratif dans la prévention et dans la gestion de crise. Et donc, on a créé un service qui s'appuie sur un triptyque fondateur qui se veut se baser sur l'accessibilité en termes d'usage, mais aussi en termes de coûts, en termes de déploiement. Un deuxième pilier qui est l'opérationnalité, qui est, on va dire, le gros point noir du PCS, s'appuyer sur des données fiables pour prendre des décisions, être un vrai outil de pilotage et comment améliorer ce segment-là du PCS. Et enfin, la solidarité
la solidarité entre la commune et ses administrés, mais aussi à l'échelle du territoire. Donc, sur ce constat-là, nous avons développé ce service Numéris PCS qui vise à amener une certaine simplification dans les usages, donc en ayant un accès au PCS sur tout type de support. On pense qu'aujourd'hui, le numérique s'est démocratisé et donc on peut avoir une accessibilité plus facile à ce document. Lever aussi certains freins du numérique, notamment sur l'accessibilité hors réseau, et donc développer des outils qui permettent, en cas de rupture des réseaux, de continuer d'avoir une accessibilité en dégradé. Et donc ça, c'était une variable importante du projet que nous avons lancé il y a maintenant 6 ans. Et enfin, toujours le collaboratif, en facilitant l'accès à ce document et faire en sorte que le travail du PCS soit une approche collaborative entre élus, entre agents, et que ça ne soit pas seulement la charge d'une seule personne, souvent qui est le référent PCS ou la référente PCS dans une commune. Donc, on va dire, voilà l'approche un peu vision que nous souhaitions mettre en place sur le développement d'un service. Si on continue sur la prochaine diapo, on a pu voir qu'on s'adressait à différentes typologies de communes et qu'il y a des besoins, on va dire, chez les très petites comme chez les très grandes communes sur le volet gestion de crise. Et donc, il fallait créer un service qui s'adresse aussi bien à des communes qui ont un PCS, qui veulent mettre en place cette démarche-là, et des communes qui, on va dire, ont déjà un PCS, ont identifié les contraintes que j'ai pu vous présenter et qui cherchent, on va dire, un nouvel outil, un nouvel usage. Et aujourd'hui, on va dire que 95% de notre réseau de communes utilisatrices sont ces communes qui se trouvent dans cette situation ayant un PCS et cherchant à améliorer son utilisation. Et donc, il a fallu développer, on va dire, trois niveaux d'équipement, permettant de aussi bien s'adresser à des très petites communes qu'à des communes qui ont des besoins plus larges. Mais il ne s'agissait pas seulement, on va dire, de développer des nouveaux outils, comme j'expliquais. Donc, il y a une problématique de personnel, on va dire, formé dans ce domaine-là. Et donc, il fallait déployer des outils à la fois associés, on va dire, à du conseil. Et donc, à travers Numéris, on a fait le choix de mettre en place à la fois un accompagnement qui permet pendant toute la durée du déploiement du service. Et on sait que c'est une période qui prend du temps d'avoir quelqu'un sur qui la commune peut s'appuyer. Et donc, il fallait absolument qu'il y ait à la fois le volet humain et le volet outil qui soient corrélés à notre démarche dans cette approche de gestion des PCS et de gestion de crise. Donc voilà pour l'approche que nous avons mis en place et aujourd'hui, on tire des expériences de notre réseau pour améliorer chaque année notre système et se rapprocher au mieux des besoins des collectivités, notamment avec la ville de Vannes, avec qui nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois afin de tirer vers le haut pour tout notre réseau le service que nous développons. Alors, en attendant qu'Yvonique nous rejoigne, juste 2-3 questions qui nous arrivent. Ce sont des questions d'ordre général, mais qui peuvent vous concerner. Beaucoup de personnes qui sont, à mon avis, des agents, des dirigeants de collectivités, s'inquiètent du fait que beaucoup d'élus, de leur point de vue, n'ont pas encore mesuré l'intérêt d'un tel outil. Est-ce que vous ressentez, vous aussi, ce travail nécessaire de pédagogie et est-ce que vous le faites ? Alors, on essaye de le faire à travers notre réseau et d'expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un nouvel usage et donc il y a besoin de retour d'expérience pour comprendre la marge de progression qu'on propose à travers Numérisque. Et nos réseaux de communes utilisatrices sont les meilleurs témoins, on va dire, de l'amélioration qu'on peut apporter sur la gestion de ce document, sur l'utilisation en phase de crise, à travers les exercices que nous faisons, notamment la formation. Donc la pédagogie, la culture du risque est d'un des piliers, on va dire, sur lequel nous travaillons à travers notre service Numéris PCS. D'autres qui ont mis en place des PCS qui ont été réalisés parfois souvent par des bureaux d'études, disent qu'en fait, le problème, c'est que c'est des documents qui ont un peu échoué qui ont pris la poussière, selon l'expression de l'un des internautes. Que répondre à ça? Qu'il faut mettre à jour évidemment régulièrement, mais encore. Alors, c'est vrai que souvent on a l'image du PCS qui cale l'armoire ou qui prend la poussière dans l'armoire. Beaucoup de remarques à ce sujet-là, oui. Ouais. Bien sûr, la problématique notamment, et c'est pour cela qu'on a mis en place un référent PCS interne pour accompagner les communes, c'est que souvent un bureau d'études accompagne pendant une durée de la prestation, mais le jour où il y a livraison, il n'y a pas continuité. Et on ne cherchait pas à reproduire cette approche-là dans notre service, et donc ça nous semblait
on va dire, important d'associer un accompagnement dans le temps et donc pendant toute la durée de la licence que nous proposons, afin que ce ne soit pas juste une prestation d'un coup et qu'il n'y ait pas de continuité. D'accord. Alors, je crois que Yvonique a réussi à nous rejoindre. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui, très bien. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est on reviendra vers vous, Paul MS, après, bien entendu, hein. Et bien sûr, Caroline Lalande, je ne vous oublie pas, hein. Mais j'essaye de prendre les choses dans l'ordre. Donc, on va essayer de revenir sur les propos, sur les slides d'Yvonique. Voilà, nous étions dans les grands principes que tu commençais à évoquer. Je veux bien que tu les reprennes à partir d'une responsabilité qui n'est pas partagée, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu du mal à t'écouter. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien là déjà? Oui, très bien. Bon, eh ben, tant mieux. Tant mieux. Bon, en tout cas, je suis vraiment navré pour ce souci de connexion plutôt très inhabituel. Donc oui, effectivement, je vais reprendre là où j'en étais. Donc ce qui est certain, parce qu'on est quand même sur un sujet où il y a quand même souvent pas tant de certitude que cela, c'est que la responsabilité, elle n'est clairement pas partagée. D'ailleurs, en cas évidemment de crise, d'incident, donc de sinistre et potentiellement de précontentieux, voire de contentieux, la responsabilité de chaque institution publique pourra être recherchée. Et donc nous, très clairement, l'intérêt que nous voyons à une démarche intercommunale, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est pas du tout avec une visée supplétive ou substitutive, bien au contraire, c'est plutôt pour venir en complémentarité de ce qui peut être fait par une ou plusieurs communes, et notamment parce que très souvent les villes-centres sont armées. Les communes autour, les communes périurbaines le sont moins, voire pas du tout, sans parler des autres plus petites communes qui généralement en tout cas, elles sont beaucoup plus démunies. L'un des intérêts en deux mots, hein, de ce type de démarche mutualisée à une échelle intercommunale, et donc je le redis tout en respectant les prérogatives de chacune des communes et les responsabilités, y compris des maires, c'est aussi de faciliter les liens avec l'État pour éviter que les services de l'État au pluriel, qu'ils soient DDT, DD, enfin voilà, tous les services de protection des populations, etc. Bref, soient eux-mêmes obligés, contraints d'appeler X mairies, X services communaux, etc. L'intérêt d'une prévention et surtout d'une gestion de crise regroupée à une échelle interco, c'est que c'est cette gestion de crise interco qui elle-même régule, anime et derrière peut renvoyer de manière plus efficace aux différents interlocuteurs communaux. L'un des autres intérêts majeurs de ce type de démarche, même si aujourd'hui il y en a peu en France, mais il y a beaucoup de réflexions sur ces matières-là, c'est que ça permet aussi d'apporter, c'est ce que je vais peut-être développer de manière un peu plus détaillée après, une démarche plus vivante, c'est un peu ce qui était en train d'être dit, une démarche beaucoup plus dynamique que souvent les PCS qui, effectivement, comme ça vient d'être dit, étaient souvent prises comme des démarches un peu statiques, et même une forme de bréviaire qui pouvait caler soit une armoire, soit un dessous de table. Là, on n'est vraiment pas du tout dans cette logique-là. L'intérêt, justement, et c'est l'un des apports aussi, évidemment, c'est la dématérialisation, c'est d'aller vers une démarche qui vit, qu'on sait faire vivre et qu'on sait faire évoluer et qu'on sait donc accompagner. Parce que très clairement, l'un des enjeux clés qui ressort de toutes ces réflexions et de tout cet enjeu-là de la culture du risque, c'est le fait que nous-mêmes, et particulièrement dans notre culture latine et dans notre culture française, nous sommes peu acculturés à cette culture du risque justement et à cette gestion du risque. Et or, les expériences innombrables le démontrent. La pédagogie au plus jeune âge, c'est évidemment un outil qui est assez fondamental, voire complètement indispensable, mais aussi et surtout, rien ne remplace l'exercice. Hein, c'est comme en matière de sport ou d'activité culturelle et artistique. On atteint l'excellence, mais à minima, on atteint un bon niveau qu'en pratiquant. Et ça, et là aussi, sur ce type de matière, ça se confirme de manière très nette. Alors, si j'essaie d'entrer un petit peu plus dans le détail, et on a du coup deux... Ouais. Yvonique, oui, tu m'entends. Juste, j'ai vu qu'il y avait, c'est justement quand tu parles de sensibiliser dès le plus jeune âge à la culture du risque, il y avait une initiative du ministère de l'Intérieur qui est passée en Conseil des ministres, d'ailleurs présentée en Conseil des ministres il n'y a pas très longtemps, de créer une sorte de journée japonaise pour former les Français aux risques majeurs. Il y a un projet qui est dans un projet de loi du ministère de l'Intérieur à venir. Je ne sais pas si tu avais cette information. Alors si, on a vu passer ça et ça s'inscrit dans y compris
dans la continuité des démarches qui maintenant se font dans les écoles, y compris d'ailleurs au plus jeune âge, dans les écoles, même dans les écoles primaires, élémentaires, etc., sur la culture du risque attentat. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau parce que les gens de ma génération, enfin même j'ai pas l'impression d'être bien vieux, mais je suis sorti de l'école il y a quand même maintenant quelques années, on n'a pas du tout connu ça, et c'est vrai qu'on voit qu'on entre progressivement, mais on y va progressivement justement, et on y va plutôt par thématique. Et ce que je trouve intéressant dans effectivement, même si j'ai pas lu en détail ce qui a été communiqué, mais effectivement j'ai vu l'effet d'annonce, ce qui est intéressant, c'est plutôt d'entrer dans une approche un peu globale de la culture du risque, et après ça peut permettre d'aller plus loin selon les thématiques choisies, selon les thématiques aussi du moment. Voilà, mais c'est vrai que notamment même si c'est évidemment issu d'accidents extrêmement tragiques, mais ce qui peut être déployé notamment dans les écoles, dans les collèges, etc., sur le risque attentat, ça confirme bien le fait que tout cela, c'est en train d'entrer dans notre corpus culturel français. Maintenant, il faudra aller au-delà, et notamment sur des sujets, on va dire plus presque du quotidien d'ailleurs, lié à la prévention des risques naturels et à la gestion de crise en cas d'incendie qui peut être évidemment d'origine naturelle ou pas, du risque d'inondation, et j'en passe. Voilà. Si je continue vraiment, mais je vais aller vite. Dans le guide que l'on a publié avec la SMACL, on avait identifié plusieurs matières. Si tu veux passer à la page d'après, Hugues, s'il te plaît. En fait, il y a deux grandes catégories, c'est un peu schématique, mais c'est pour résumer le sujet. L'interco peut aider les opérateurs publics et évidemment particulièrement les communes, mais bien au-delà, sous deux angles. L'aide à l'élaboration de documents, à l'élaboration de démarches, etc. Et puis l'aide à la gestion. Et probablement d'ailleurs que l'appui interco et l'intérêt d'une démarche interco, elle est d'abord sur l'aide à l'élaboration, qui peut permettre effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de positionner l'intercommunalité non pas du tout en décisionnaire seul et en supplétif, mais bien comme une forme de tête de réseau, comme un endroit unique de pilotage, ce qui, je le redis volontairement, ne veut pas dire que tout est forcément à arbitrer à ce niveau-là, mais au moins ça permet de réguler, et d'ailleurs l'expérience a montré, et y compris lors du premier confinement de la crise sanitaire de la période mars-avril 2020, on l'a vu au titre des plans de continuité d'activité, on a vu les intérêts dans les territoires qui ont su se regrouper à une échelle bicommunale, tricommunale, voire complètement intercommunale. On a vu les intérêts que ça a pu apporter tout de suite pour éviter y compris des bugs, voire des doublons ou triplons. Et surtout, ce sont les services de l'État eux-mêmes qui ont perçu tout de suite le vif intérêt à s'appuyer sur ces dynamiques-là. D'ailleurs, très souvent, ces dynamiques intercommunales sont portées, voire supportées par la ville-centre. On parle des villes-centres, il est quand même pas rare que ce soit la ville-centre parce qu'elle dispose des moyens d'ingénierie, elle dispose des moyens techniques, matériels, logistiques. Voilà. Après, sur la manière de le décliner, il existe une quantité évidemment de déclinaisons possibles. Donc concrètement, c'est ce qu'on voit sur le tableau, mais je vais pas tout passer en détail. Ça peut se traduire par des séquences d'information, formation, par une forme de mise en place de réseaux techniques, par corps de métier ou par grand corps de métier. Et ça, sur des bassins, on le voit déjà sur certains territoires et ça fonctionne très bien, mais aussi par un appui documentaire et par l'aide à la production de documents, voire la production de documents à visée pédagogique et ou évidemment à visée de l'anticipation de ces gestions de crise. L'apport de l'interco peut aussi aller plus loin que cela. Ça peut être une aide technique beaucoup plus concrète dans l'élaboration de ces documents, par une mise à disposition de personnel, etc. Ou même par la réalisation d'études techniques complémentaires. Ça peut aussi passer évidemment par un soutien financier, c'est plus rare, mais en tout cas il y a beaucoup de territoires qui y réfléchissent à ce que l'interco puisse être une forme d'assemblière et une caisse de péréquation pour apporter une aide financière à la réalisation de PCS, donc de plans communaux au pluriel, voire pour tendre vers, à terme, un PICS. Voilà. Et donc, le deuxième bloc, c'est l'aide à la gestion, ce coup-ci d'un événement qui peut susciter une crise, du coup, plus ou moins aiguë. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus basique et souvent beaucoup plus matériel, mais c'est tout aussi essentiel. L'intérêt d'un truchement intercommunal, c'est la mise à disposition, clairement, de personnel, de matériel, sur des compétences souvent très techniques d'ailleurs, qui ont pu être transférées aux intercommunalités, soit par la volonté du législateur, soit par volonté locale. Là, évidemment, c'est d'où l'intérêt majeur de tenir compte de la réalité de chaque territoire et de ne pas plaquer un truc qui pourrait être inopérant dans certains territoires. Mais ça peut aussi aller au-delà. Les intercommunalités maintenant ont des compétences quand même plutôt récentes, mais qui sont majeures.
compris en matière de politique de l'habitat et de politique du logement, y compris sur des politiques publiques à visée très opérationnelle, notamment sociale. Et là aussi, par un raisonnement intercommunal, ça peut permettre de trouver des logements d'urgence, des sites sportifs, culturels, etc., qui peuvent permettre d'aller vers une gestion de crise plus optimisée. Voilà en résumé, mais l'un des enjeux pour nous extrêmement fort, ça peut paraître une évidence que de le dire, mais je crois que ça va quand même mieux en le redisant, c'est que nous, on croit à l'intérêt d'un raisonnement, on va dire, pluricommunal, voire idéalement intercommunal sur cette matière absolument fondamentale des plans de sauvegarde. Et ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de bon guide absolu de la méthode à plaquer unique en France. Il faut vraiment tenir compte de la réalité de chaque territoire, du qui fait quoi déjà, du qui a envie de faire quoi. Néanmoins, on constate dans les territoires qui le pratiquent déjà l'intérêt très vif d'un raisonnement qui transcende la seule ville-centre qui, pendant longtemps, a pu se retrouver assez seul sur ces matières-là. D'accord. J'ai retenu aussi une chose, parce qu'on a eu des remarques à ce sujet-là. Il faut surtout que, et on en reviendra peut-être tout à l'heure aussi, quand Paul Aymès nous parlera des PICS, que les maires se sentent pas dessaisis du sujet parce qu'on met en place un PICS. Oui, complètement, mais évidemment, c'est un sujet clé, c'est ce que j'évoquais en préambule. La mutualisation ne signifie en rien transfert et ne signifie en rien dépossession. Au contraire, ça doit être un appui positif, quantitatif et qualitatif pour les communes, puisque j'ai conscience que ça fait 3 fois que je le dis, mais une démarche mutualisée au niveau intercommunal n'empêchera jamais la responsabilité de chacune et de chacun des acteurs publics, bien au contraire. Voilà, donc par contre, elle doit permettre de mieux la gérer, de mieux l'anticiper. Voilà, et c'est sûr qu'il ne s'agit en rien de dire par un PICS, voilà, les communes, il y a plus de suivi, vous n'avez pas de rôle, voilà, bien au contraire. Il s'agit plutôt d'être meilleur, de mieux l'anticiper déjà, de la préparer. Déjà, ça peut paraître tout bête et pas très ambitieux, mais on se rend compte que c'est souvent la clé. Ça peut permettre aussi aux acteurs de se rencontrer et de se connaître avant que la crise n'arrive, avant que l'événement n'arrive. Notamment, c'est particulièrement vrai sur les territoires plus petits, ça peut paraître paradoxal. Là aussi, on l'a vécu notamment en matière de risque inondation. On se rend compte que les acteurs ne se connaissent pas, alors que quand on se connaît un petit peu avant, souvent c'est quand même très facilitant. Voilà, mais évidemment, tout ça doit s'inscrire dans le respect des prérogatives de chacune et de chacun. Très bien. Écoute, juste peut-être une dernière question, mais la réponse est évidente, mais comme elle est posée, c'est une question toute simple. Est-ce qu'un PICS remplace le PCS? Alors là, je pourrais y compris laisser les experts le dire. Alors j'ai presque envie de dire oui et non. Paul Aymès a peut-être la réponse aussi. Mais j'ai presque envie de dire oui et non, parce que ça dépend ce qu'on veut en faire. On peut parfois faire des PICS qui ont une vocation plutôt assemblière pour en faire une démarche volontariste. Voilà. Après, si on le prend sous un angle purement juridique, ça peut avoir vocation à se substituer pour partie effectivement au PCS. Mais ça dépend de ce qu'on veut en faire. D'accord. Ok. Paul Aymès, sur ce sujet, est-ce que vous avez un… Oui, alors je pense qu'il n'y a pas, ce n'est pas binaire, il n'y a pas une approche meilleure que l'autre. Je pense la première, c'est que le PICS a pour vocation d'être un outil complémentaire, et ce n'est pas un énième plan qu'on vient ajouter, mais vraiment un outil complémentaire aux responsabilités et aux missions de sauvegarde des maires à travers la mutualisation. Mais sur certains territoires où il y a des nouvelles communes qui ont été créées, des rassemblements de communes, le PICS peut avoir aussi cette approche-là de plan global sur plusieurs territoires. Donc tout dépend de la physionomie de chaque territoire. D'accord. 2 questions avant de passer la parole à Caroline Dallalande, puis revenir après sur les PICS. Il y en a une qui vous concerne très directement. Vous parlez d'accompagnement, effectivement, pour les maîtres, c'est votre… Et la question, c'est qui peut-on contacter? Est-ce payant? Je crois que la réponse, elle est dans la question. Oui, c'est payant. Oui. Oui. Alors, c'est un service payant qui on va dire, fonctionne de 2 manières, à la fois sous forme d'abonnement pour une partie service outil, mais d'un côté, ce service payant, on va dire, assure la collectivité, on va dire, un accompagnement dans le temps et de disposer, voilà, de conseils aussi sur le sujet. Mais on a souhaité vraiment faire un service qui se voulait accessible et qui ne mette pas de côté les communes. C'est-à-dire que sur un territoire, s'il y a des très petites communes, on souhaitait aussi proposer un service qui soit accessible pour elles et en fonction aussi de leur taux d'exposition au risque, leur niveau de sensibilité. Donc, il fallait créer quelque chose de très adaptable et adapté.
Très bien. Et puis peut-être une question qui, je ne sais pas qui d'entre vous peut répondre, qui est une question qui est peut-être un tout petit peu plus technique, c'est les liens qu'il peut y avoir entre le DICRIM, le doc d'information sur les risques majeurs, et le PCS. Alors, le DICRIM, c'était encore un outil complémentaire qui répond, on va dire, à l'une des obligations du maire, qui est la culture, la prévention, en complément de l'alerte et la sauvegarde. Aujourd'hui, qu'on voit que le DICRIM a un intérêt pour sensibiliser la population. Toutefois, les limites qu'on a pu identifier, c'est toujours le support. Est-ce que c'est le bon support pour s'adresser aux citoyens? Est-ce que ce n'est pas juste un bout de papier qui finit à la poubelle à la fin, finalement? C'est-à-dire que c'est un document qui serait plus statique que ne l'est le PCS, si je comprends. Qui le serait, mais aussi faire de la culture du risque en fonction des temporalités, des saisons, et distribuer du contenu pédagogique en éveil saisonnière pour la canicule ou en fin d'automne pour les tempêtes hivernales. Mais voilà, plus avoir une temporalité dans la culture du risque qu'un simple document qui est distribué à un moment donné dans l'année aux administrés. Très bien. Voilà comment je vois la chose. D'accord. Yvonique, tu restes avec nous, même si on ne te voit pas. Oui, pas de souci, je suis là. Pour d'éventuelles questions, puis quand on reviendra sur les PICS. Alors, avant de vous passer la parole, Caroline, une question que nous posons aux internautes, donc qui est une question, il y a un pourcentage officiel, je crois, du nombre de communes qui ont un PCS, que je ne connais pas, peut-être les connaissez-vous, mais qui est assez important. Mais c'est une question qu'on pose, en tout cas à nos internautes. Votre commune possède-t-elle un PCS? Réponse oui ou non. Et simplement, c'est un petit test et on regardera les chiffres et éventuellement on les présentera à nos intervenants pour les faire réagir sur le résultat. Alors, Caroline Delalande, vous, c'est je dirais, le côté de l'usager que vous allez nous proposer et notamment les liens indispensables entre les données communales, l'organisation, etc. Je lisais un excellent article qui est apparu il y a quelques années, je crois même, qui est dans votre quotidien local, le Télégramme, que pour Vannes, ce sont plus de 230 agents qui sont mobilisables. C'est impressionnant quand même. Ça veut dire aussi que il y a des questions qui s'y rapportent plus ou moins dans ce qu'on reçoit. Il y a aussi tout un facteur humain qui est extrêmement important et sur le fait que je ne vais pas dire que ce serait, quoique, que c'est presque ça pourrait presque être un outil de management, mais qu'il doit y avoir sûrement des personnes qui, certaines se révèlent des deux côtés, l'un de l'autre, ou des compétences nouvelles qu'on peut trouver à l'intérieur d'une organisation. Oui, bonjour. Ouais, effectivement, le plan communal, on voit là un petit peu le côté technique, mais c'est avant tout un plan humain, une organisation et des relations humaines. Et effectivement, donc moi à l'époque, l'article date de 2018, lorsque notre PCS a été validé. Depuis, j'ai un petit peu moins de bénévoles, mais je dois être à 150 parce qu'on a eu des départs de compétences vers l'agglomération. Notamment, j'avais pas mal d'agents de l'eau et de l'assainissement, c'est parti à l'agglo, les piscines, donc voilà. Mais on a quand même entre 100 et 150 personnes sur le terrain qui ont des compétences. C'est vrai que j'envoie au tout nouvel arrivant une feuille, je leur propose d'être volontaires et là, ils notent aussi leurs compétences. On a des agents qui ont des compétences qui pourraient être très utiles lors d'une crise, comme parler une langue étrangère, les conduites d'engins, les habitations électriques. Donc, on recense toutes leurs compétences pour, si jamais on avait besoin le jour J. Et c'est vrai que c'est aussi du management transversal, puisqu'au niveau de notre cellule, en tout cas, nous, on a une dizaine de cellules au niveau du poste de commandement communal. On a à peu près 17 personnes, entre 16 et 17 personnes le jour J en cellule de crise. Et on a un vivier un peu moins de 50 personnes, en fait, puisqu'on a des titulaires et des suppléants. Donc, voilà, ça fait des personnes à participer au plan communal. Oui, mais ça paraissait important qu'on évoque ce point. Alors, je vous propose de nous présenter ce qui a été mis en place à Vannes, dans un travail commun avec Numérisque, d'ailleurs, pour dire les choses, au travers d'un certain nombre de slides que je vais dérouler sous votre commande. Voilà. Très bien.
Oui, alors effectivement, donc depuis octobre en fait, donc après le diagnostic de mes documents existants, parce que le PCS était fait, donc un PCS tout à fait classique avec des fiches actions, fiches scénarios, des annuaires, des outils prêts à remplir. On a donc la première étape a été l'intégration de ces données-là. Donc, j'ai fourni mes documents sous format Word, Excel et PDF à Numérisque qui les a classés et rentrés sur cette partie-là, au niveau des données communales. Donc, l'intérêt de ces données communales, donc, ça sert effectivement aux référents PCS, mais aussi aux autres personnes du PCS. Donc, il est composé de 4 parties: les annuaires de crise, les ressources, les enjeux et les risques. Au niveau de l'annuaire de crise, par exemple, j'ai les annuaires des agents, l'annuaire des élus, l'annuaire des associations de sécurité civile. Et l'intérêt, d'abord, c'est aussi, vous voyez en haut et à droite, il y a la fonction recherche. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Par exemple, si je veux rechercher Enedis, je tape Enedis en haut et à droite et je trouve tout de suite dans quel annuaire il est rangé et surtout le numéro de téléphone qui apparaît tout de suite. Il y a aussi... Oui. Il y a une question qui vous est posée par rapport à vos propos. Là, comment est-ce que vous faites pour mettre à jour votre annuaire d'agents mobilisables? Tous les ans, une fois par an. Alors, c'est l'annuaire des personnes qui sont au poste de commandement communal. Et puis, effectivement, j'ai les personnes qui sont susceptibles d'intervenir sur le terrain. Donc, tous les ans, on renvoie un petit message, un petit mail en leur demandant si leurs coordonnées sont toujours à jour. D'accord, vous faites ça Voilà. annuellement. D'accord. Oui. Et donc, après, il y a les autres parties, donc les ressources, donc il y a les moyens privés, les stocks, le matériel, et les enjeux, c'est tout ce qui est, on a rentré tout ce qui est établissement scolaire, les EHPAD, les crèches, hein, voilà. Et chaque donnée, lorsqu'il y a une adresse, elle est cartographiée et on peut la retrouver de façon automatique sur la carte. Donc ça, c'est vraiment une plus-value. Et moi, je cherchais en fait vraiment à simplifier mes mises à jour. Et là, je sais qu'en fait, une donnée est à un endroit et je vais la modifier à un seul endroit et elle se répercute sur tous les autres documents. Donc moi, je gagne du temps là-dessus. Très bien. Voilà, on peut passer à l'autre diapo, si vous voulez. Donc ça, c'est un exemple de scénario. Donc pareil, j'ai transféré et puis on a retravaillé ensemble avec Numérisque sur un peu sur les différentes catégories que je voulais retrouver dans les scénarios. L'intérêt, c'est que chaque scénario est partagé en plusieurs catégories, enfin plusieurs chapitres en fait, hein, et qu'il y a des actions. On voit chaque action, on peut lier quelle cellule est en charge de cette action, donc ça c'est intéressant, et aussi lier les documents des données communales. Donc là, par exemple, on peut relier une procédure, une fiche outil, ou même un lien vers un site extérieur, soit le site de la météo, soit Google Traffic. Donc ça, c'est intéressant, ça permet d'avoir des scénarios complètement dynamiques et liés. Moi, par rapport à ce que je faisais avant, c'est je mettais voir fiche numéro 12 ou voir fiche outil numéro 1. Et là, en fait, ils sont liés directement dessus. La partie à droite, c'est pour la personne qui est référente du PSCS, pour montrer que c'est assez facile de créer une action, de rentrer le texte, de lier les cellules qui sont référentes et puis de lier les documents dont on a besoin. Voilà. Nous, on fonctionne par cellule et non pas par responsable, mais en fait, c'est en fonction de la taille de la collectivité, je pense. Certaines vont fonctionner plus en responsable de l'action une personne. Nous, c'est plus par cellule, parce qu'on est plusieurs par cellule pouvant agir. Alors, une question également qui d'ailleurs vous concerne, Caroline, et vous, peut-être Paul. Sous quel format ces plans communaux de sauvegarde sont-ils accessibles et partageables avec des tiers et des logiciels de contenu géographique? Alors, comment ils sont accessibles? Nous, on a une partie, donc forcément, j'ai un PCS papier. J'ai un PCS quand même papier en cas de coupure. Et sinon, maintenant sur Numérisque, en fait, on peut le partager via soit sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone.
Voilà, je ne sais pas si c'était ça la question exactement. Enfin, Paul, vous avez peut-être des précisions. Ce qu'on a pu faire, par exemple, sur la ville de Vannes, c'est qu'on a fait des identifiants par cellule, ou sinon, sur d'autres communes, on fait des identifiants par thématique d'accès, donc un identifiant service technique, un identifiant élu, qui va permettre d'avoir soit l'accès à un jeu de données, parce que cette personne est habilitée à accéder uniquement à ce jeu de données, ou avoir un accès au PCS en lecture seule, et c'est notamment le cas pour les élus qui ont besoin d'avoir accès au PCS, mais qui n'ont pas forcément le besoin d'éditer des données. Donc, c'est comme ça qu'on amène du décloisonnement de cette manière-là. Et plus récemment, avec la ville de Vannes notamment, on a dû faire des accès bénévoles pour avoir un accès restreint vraiment à une partie du PCS et centraliser l'information. Une question qui vous est destinée aussi, à mon avis, Paul, mais enfin, je profite de l'occasion. Est-ce que la numérisation de ces PCS, puisqu'on est sur ce sujet-là, va pouvoir aider les intercos à développer la coopération, notamment pour le PICS? On en parlera peut-être tout à l'heure quand vous parlerez des PICS, mais oui, je pense qu'en tout cas, nous, c'est une approche qui nous est venue il y a 2 ans, d'aller vers cette dynamique-là, de cet échelon communal, local, pour la gestion de crise, en intégrant à la fois les compétences de gestionnaire d'ouvrage, de mutualisation de coordination et les responsables de sauvegarde à travers Numéris PCS et le futur Numéris PICS qu'on souhaite mettre en place prochainement. D'accord. Caroline, on revient vers vous. Oui. Allez. Donc, c'est slide suivant. Oui, là j'avais fini par rapport à celui-là. Ouais. Donc là, c'est la partie document où on peut télécharger le PCS. Hein. Donc là, c'est présenté en plusieurs livrets. À l'intérieur des livrets, il y a les différentes procédures et documents. L'intérêt, c'est de pouvoir télécharger le PCS de façon entière ou partiellement, et qu'il soit toujours à jour en fait, puisque les données se mettent à jour de façon automatique. Et il y a une partie, on ne le voit pas très bien, mais à côté de sélection PCS et kit PCS, on a la possibilité d'enregistrer des kits PCS, c'est-à-dire de sélectionner, moi ça revient à mes classeurs que j'avais aujourd'hui, j'avais un classeur par cellule, et ça permet de sélectionner simplement les documents dont a besoin une cellule et de lui générer un kit PCS de façon automatique et à jour surtout. Et donc, c'est généré en PDF. Donc ça, c'est la partie main courante. Donc ça, c'est la partie qui va être partagée, la main courante qui est partagée. Donc, il faut savoir que tout le monde a accès à la main courante et à la cartographie. Ça, c'est vraiment un point important. Et donc ça, c'est la partie main courante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer, enfin chez nous, c'est la cellule administration qui va pouvoir ajouter un événement et créer un événement, le remplir avec la date qui se met de façon automatiquement avec l'objet, désigner quelle cellule a en charge cette action, et on va voir défiler les différents événements au fur et à mesure des décisions qui sont prises lors de la crise. On peut choisir, donc il y a différents filtres possibles, si c'est urgent ou pas urgent. Et effectivement, on peut passer de la main courante à la cartographie, comme vous avez fait. C'est exactement ce qui se passe en cellule de crise. C'est-à-dire que les données que l'on va rentrer au niveau de la main courante, à partir du moment où il y a une adresse, on va la voir sur la cartographie au niveau de la cellule de crise. Ça, c'est au niveau de la cartographie. On a fait un exercice la semaine dernière où donc un risque, c'est des transports de matières dangereuses. Eh bien, sur la cartographie, nous avons pu dessiner le cercle où se passait cet accident-là et puis voir qu'il fallait confiner, c'était un nuage toxique, il fallait confiner donc les établissements qui étaient à l'intérieur de ce cercle. Et l'intérêt de la cartographie avec Numéris, c'est que en fait, à droite, vous avez possibilité de croiser les données. Donc là, on avait mis, comme vous voulez, à droite les données PCS, on a établissements scolaires, les lieux culturels, les lieux d'accueil des enfants et adolescents. Et en fait, en bas à droite, on voit la requête et on a pu croiser la zone d'accident avec ces données-là. Et donc, ça pouvait nous sortir les établissements que l'on devait appeler. On a possibilité aussi de rajouter des barrières, la signalisation, donc de partager en fait en cellule de crise les décisions qui sont prises. Donc la cartographie est vraiment un point très fort dans cette solution-là.
Et puis, si on ouvre un centre d'accueil, on le voit dessus aussi qui s'incrémente. Et on le voyait dans la main courante, si on peut revenir sur la diapo avant, tout à fait à droite, centre d'accueil. Et ça aussi, je trouve que c'est une forte plus-value, c'est qu'une personne qui est au centre d'accueil peut, si elle a accès à Numérisque, recenser les personnes qui arrivent, dire par contre, il y a monsieur un tel qui est arrivé avec un enfant et un autre adulte. Et nous, en cellule de crise, on sait que dans ce centre d'accueil, il y a telle et telle personne, on voit le nombre de personnes qui arrivent, avec aussi le pourcentage de la capacité du centre d'accueil. Si on est à 80% d'occupation du centre d'accueil, on se dit qu'il sera peut-être le moment d'ouvrir un deuxième centre d'accueil. Donc voilà, c'est très collaboratif, hein, partage de l'information. Et donc, on l'a testé la semaine dernière à un exercice. D'accord. Voilà. C'est également très clair dans vos explications. Je pense que vous allez avoir un certain nombre de vos collègues qui risquent de vous appeler, mais c'est ça le bonheur du partage. Alors, on va d'abord juste vous donner les résultats du petit sondage qu'on a fait tout à l'heure. Bon, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'internautes qui sont concernés par le sujet, donc il y a quasiment 90% de ceux qui nous regardent qui ont mis en place un PCS. Donc voilà, je pense que c'est largement supérieur à la moyenne nationale, mais nous sommes avec des internautes concernés, ce qui explique d'ailleurs peut-être le type de questions que l'on peut avoir. Alors, Paul, on va revenir sur les PICS avec quelques infos que vous allez nous donner, qui peut-être la réponse à une question sur est-ce qu'un PICS ne se trouve pas d'une certaine manière devant les mêmes difficultés d'élaboration qu'un PCS lui-même. Je pense que c'est l'une des problématiques qu'on peut envisager dans les prochaines années sur la mise en place et le maintien opérationnel des PICS, c'est retrouver certainement les mêmes problématiques que le PCS. Et justement, je voulais mettre en avant ces problématiques-là, qu'on essaye d'anticiper à travers le service que nous développons avec Noirmoutier et d'autres territoires partenaires. Et donc, la première chose, c'est le recensement des moyens matériels. On sait que les données sont très volatiles, elles changent très rapidement du mise à jour, du fait de l'absence de mise à jour. Et donc, le premier volet serait voilà, d'avoir un diagnostic fin des moyens dont dispose la commune et l'intercommunalité à travers ce document et maintenir à jour ces recensements. Donc, c'est la première approche du PICS qui du coup, entraîne le deuxième segment qui sera sur l'opérationnalité de ces informations. Est-ce que mon tractopelle est en panne? Est-ce que mon boudin anti-pollution est disponible sur la commune A et prêt à mettre à disposition sur la commune B? Enfin, voilà, il y a toutes ces questions de mise à jour qui vont venir forcément, qui vont être du temps à consacrer à cette mise à jour pour que finalement le plan intercommunal ne soit pas un énième plan qui vienne caler l'armoire. Et enfin, si je peux me permettre de vous couper, il y a un internaute qui a beaucoup d'humour qui nous dit qu'un sondage maintenant qu'on a fait un sondage pour savoir combien il y avait d'internautes qui avaient des PCS, ce serait intéressant de faire un sondage pour savoir combien de PCS sont à jour dans les communes qui ont répondu. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que aujourd'hui, on voit qu'il y a une mobilisation, en tout cas, des communes pour mettre en place les PCS. Mais on va dire qu'une grande partie, jusqu'à ces dernières années, était là pour répondre à une obligation légale. Et donc, répondre à se couvrir sur le fait d'avoir mis en place ces démarches. Mais c'est une erreur parce que le PCS est un outil de pilotage de crise qui est peut-être le seul outil pour les communes. Et le PICS va venir compléter cette démarche-là. Et ça s'inscrit dans les 12 dernières années dans le domaine de la prévention des risques, avec cette date de 2010 dont je parlais en début. Et pour moi, donc on attend toujours les décrets au niveau de la loi de consolidation du modèle de sécurité civile, mais je pense que les PICS vont venir aussi sur le volet de la continuité d'activité des intercommunalités, la poursuite des services et des compétences. Et la crise sanitaire nous a montré, on va dire, cette première approche-là, et ça va être une nouvelle fois un retour d'expérience intéressant parce que beaucoup de structures publiques ont dû mettre en place des plans de continuité d'activité. Et la sauvegarde étant de la responsabilité du maire, la continuité d'activité des compétences intercommunales va être un vrai sujet, je pense, dans les PICS. Et donc, nous, on va prendre cette direction-là, prendre le parti pris, je pense, d'intégrer ce volet continuité d'activité dans nos outils. Yvonique, par rapport aux propos de Paul Ms, est-ce que tu veux réagir, si tu es toujours là?
Je suis toujours là. Oui, j'ai eu quelques coupures et je m'en excuse. Non, mais je suis toujours là. Non, mais écoute, enfin, ça me semble. Enfin, moi, je suis complètement en phase, totalement en phase avec tout ce qui vient d'être dit. Donc j'ai pas de complément spécifique. Très bien. Moi, je peux rajouter, peut-être compléter. Je pense que pour garder un PCS opérationnel, et bon, ce ne sera jamais à 100% toutes les données à jour, mais il faut faire des exercices. Et en fait, c'est par les exercices que l'on voit les données qui ne sont pas à jour. Moi, je forme toutes les cellules une fois par an. Et j'essaie de faire un exercice par an pour maintenir le PCS opérationnel, même si ce n'est pas forcément évident et on ne sera jamais à 100% complet, quoi, mais bon. Oui, c'est vrai que la gestion de crise en soi, on se base sur des automatismes et pas forcément sur la donnée du PCS qui n'est pas toujours à jour. Et donc l'entraînement permet de travailler ces automatismes, ces réflexes et la communication aussi qui permet le décloisonnement en tout cas des acteurs. Donc pour poursuivre sur la réflexion du PCS, nous ce qu'on a mis en place à travers notre prototypage sur Noirmoutier, en partenariat avec la SMAC d'ailleurs, nous avons intégré un outil coopération qui a toujours été présent depuis 2017, mais nous l'avons amélioré suite à l'analyse des besoins à travers un comité de prototypage avec les élus et agents des communes de Noirmoutier, ainsi que la communauté de communes. Et donc, on a pu identifier des grands axes de partage d'informations. Et donc, nous avons dû standardiser les formulaires de données des PCS pour pouvoir partager cette information entre les communes. Et donc, on peut désormais partager les organigrammes des postes de commandement communaux, les ressources matérielles à l'échelle de l'EPCI, ainsi que les lieux stratégiques comme les centres d'accueil ou les postes de commandement de chaque commune. Et le fait que chaque commune mette à jour de manière autonome leurs données pour la mise à jour et leurs besoins concernant le PCS, nous allons remonter cette information vers la communauté de communes de Noirmoutier et ainsi partager ces informations sans éviter la multiplicité des supports, la multiplicité des entrées et des mises à jour pour chaque étape de mise en place et de maintien du plan en place. Il y avait un certain nombre de questions à ce sujet-là, justement, sur le fait de savoir si les PCS existants étaient intégrés dans le PICS. Alors, ce que nous faisons et ce que nous avons fait par exemple à Edvan, c'est qu'on a fait un diagnostic. On fait à chaque fois, lorsque le PCS est existant, on fait un diagnostic du document qui est gratuit. Et en fait, ça nous permet, nous, de prendre en compte l'état de santé du PCS, dans quelle mesure on peut le tirer vers le haut, si possible, et voir si les données qu'on va intégrer dans la plateforme sont à jour ou intéressantes à intégrer. Et en fait, l'écosystème, on a dû le penser de manière très, on va dire, agile pour qu'il s'adapte aussi bien à une commune de 700 habitants que nous avons sur l'île d'Oléron ou l'île de Ré, ou à des communes de 50 000, 70 000, 70 000 habitants comme Vannes, qui n'ont pas du tout les mêmes usages, les mêmes organisations, les mêmes, on va dire, ressources. Et donc, il faut que le système s'adapte aussi bien. On ne peut pas imposer une forme aux communes. Donc, qu'on passe, je suis désolé de vous couper, qu'on passe au slide suivant parce qu'il y a un certain nombre de questions que je voudrais poser. Il est déjà, il nous reste quelques minutes et je voudrais pouvoir vous les poser après c'est votre dernière slide. Alors oui, tout à fait, rapidement. Donc là, je présentais le volet outils numériques sur le slide d'avant dans un outil qui s'appelle Coopération. Mais le volet obligatoire, c'est le volet, on va dire, papier pour schématiser. Et donc, à travers le téléchargement du PICS, nous avons automatisé en fait la génération d'un volet coopération dans ce document et qui vient agglomérer les données de chaque commune, donc sur les organigrammes, sur les annuaires, sur les ressources, sur les lieux, en fonction des conventions qui sont passées entre les acteurs qui autorisent l'accès à ces données. Et donc, on génère de manière automatisée un livret qui permet à chaque modification de remonter l'information vers le PICS et ainsi assurer à l'intercommunalité un plan à jour sur ce volet-là de moyens matériels notamment. Très bien. Alors, avant de, je vais essayer de prendre l'essentiel et de rassembler quelques questions. Merci, Paul, pour vos propos. Bon, il y a pas mal de questions de petites communes qui s'inquiètent de la possibilité d'organiser des exercices. Comment faire pour organiser un petit exercice? Je suis une petite commune. À qui faites-vous appel? Est-ce que ça fait partie justement de choses qui peuvent être mutualisées parce qu'une petite commune a intérêt à faire
des exercices toute seule ou est-ce qu'elle doit le faire au niveau de l'Interco? Yvonique, Paul, Caroline, je ne sais pas. Moi, je veux bien prendre la parole. Il y a plusieurs types d'exercices déjà. Il y a des exercices, des études de cas, les exercices sur table. On se pose la question sans mettre en place des moyens. Et puis, il y a des exercices grandeur nature, sur le terrain ou grandeur nature. Moi, j'en ai déjà organisé en faisant le scénario. Là, la semaine dernière, c'est Numérisque qui avait préparé le scénario et qui a préparé donc l'exercice. Et il faut aussi, je pense, solliciter la préfecture qui organise souvent des exercices et c'est toujours très intéressant. Et quelle que soit la taille de l'exercice, le type d'exercice, on apprend toujours. On a toujours des points d'amélioration à faire et ça permet aussi aux acteurs du poste de commandement communal de se connaître parce que nous, on est une grande collectivité, on ne se connaît pas toujours tous et ça permet aussi de savoir, voilà, de travailler ensemble sur un exercice. Après, il y a certainement des cabines externes qui peuvent l'organiser. Sur ce sujet, l'approche qu'on a développée chez nous, c'est donc on a constaté qu'il n'y avait pas énormément d'exercices qui étaient faits. C'était une démarche compliquée et chronophage à mettre en place. Et du coup, on forme un Numérisque de deux manières, soit de manière classique en disant voilà, cliquez sur le bouton ici pour ouvrir la cartographie. Et l'aboutissement du processus du déploiement de notre service, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière sur Vannes, c'est qu'on a formé un Numérisque sous forme de jeu sérieux, avec une approche un peu plus ludique. Et l'intérêt, c'est de former à l'utilisation de notre système en s'exerçant. Donc, ça n'a pas la vocation d'être un exercice de sécurité civile, comme beaucoup de territoires en mettent en place avec la préfecture, les SDIS et tous les acteurs qui sont liés à ce genre d'étranglement. Mais ça permet au moins, pendant 2h30, 3 heures, de simuler un événement. Et on a pu constater que la première demi-heure, il y avait une phase d'appropriation de l'outil qui, on va dire, était indispensable. Et après cette première phase d'appropriation, les acteurs rentrent dans le jeu de l'exercice de la formation pendant les 2 heures restantes. Et on voit que c'est stimulant en fait de former de cette manière-là. Alors, il y a un certain nombre de questions qui concernent directement le Numérisque, et vos services, vos tarifs, etc. Donc ça, je conseille aux internautes de s'adresser directement à vous. Hein. Il y a deux ou trois questions qui sont peut-être d'ordre un peu plus général que j'aimerais prendre également avant que l'on conclue. L'une qui est peut-être, je dirais, plus politique, si je puis dire, je ne sais pas si, je me méfie du mot politique, je ne sais pas si Yvonique, tu peux y répondre, mais c'est une question très large. Est-ce que la difficulté, c'est pas justement d'estimer la gravité des faits avant de déclencher le plan? Et est-ce que toute la question n'est pas là? C'est-à-dire qu'on a un outil, mais en amont, qui décide de la gravité, quoi? Bon, là, je pense que la réponse est évidente sur le rôle des élus, mais je ne sais pas si Yvonique, tu veux apporter 2-3 éléments à cette question. Bah, c'est une question qui n'est pas évidente, hein. C'est pas évident du tout. Moi, j'ai plutôt tendance à prendre le sujet dans l'autre sens, et ça peut paraître évident de le dire comme ça à l'oral sur un webinaire, mais je crois que c'est quand même la bonne approche. C'est que peu importe le niveau de gravité, de toute façon, il y a des enjeux. Et nous sommes maintenant dans une société du risque, dans une société où la responsabilité est recherchée de plus en plus, et il est quand même fort à parier que ça ne s'arrêtera pas demain. Au-delà de ça, il y a une acceptabilité citoyenne et sociétale à la fois qui est de plus en plus limitée. Quand un incident se produit, on va tout de suite chercher au-delà du juridisme pourquoi, qui n'a pas fait quoi. Donc je pense que dans tous les cas, il faut travailler sur ces outils d'anticipation, de prévention, de pédagogie et donc de gestion de crise. Voilà, et j'ai presque envie de dire, sans être un irresponsable, en tout cas je ne crois pas, j'ai presque envie de dire, tant pis, le niveau voilà, le coût de la mesure, parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit que le coût de l'inaction est complètement décuplé par rapport à un coût d'action et de préoccupation sur ces sujets-là. Donc j'ai conscience que c'est peut-être pas une réponse très. Non, mais c'est évident que c'est pas dans un format d'1 heure qu'on peut répondre à une question aussi large, mais il n'était pas question de ne pas l'évoquer. Et puis, il y a un certain nombre d'observations, mais qui datent, non pas de questions qui sont posées maintenant, mais qui me sont venues avant cette émission, qui sont il y a eu beaucoup de questions, de remarques sur le risque de pénurie alimentaire. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu
dans les métiers que vous exercez, un risque de pénurie alimentaire qui commence à monter. Il y a un certain nombre de communes qui l'ont vécu, et puis également effectivement sur les cyberattaques. Donc, je ne sais pas si vous avez des observations, des remarques ou des constats sur ce sujet-là, sur ces deux sujets, la pénurie alimentaire et les cyberattaques. Alors, pardon. Allez-y. Peut-être moi juste, c'est un élément de réflexion, hein. Ça me ramène presque plus à ce qu'on a connu dans nos plans de continuité d'activité liés à cette crise sanitaire que personne n'avait vu venir. Ou si on va sur le sujet notamment alimentaire, bon, à ma connaissance, il y a dû y avoir extrêmement peu de territoires concernés jusqu'à aujourd'hui par une pénurie de denrées alimentaires spécifiques. Voilà. Par contre, là, effectivement, on voit bien qu'on n'est pas du tout à l'abri. Et dans ces moments-là, je pense que l'intérêt de ce qu'on a pu faire dans le cadre des PCA, très souvent à une échelle bicommunale, tricommunale, voire carrément intercommunale, c'est qu'on saura jouer de l'entraide et un peu de la débrouille. Le problème, c'est que ce que personne ne sait aujourd'hui, c'est quelle sera la durabilité de cette crise potentielle alimentaire, qui peut probablement commencer par quelques matières premières un peu spécifiques qu'on va peut-être pouvoir contourner. On sait très bien que dans ces moments-là, les stratégies de contournement et d'évitement, elles ne sont pas structurelles, hein, elles sont forcément conjoncturelles. Donc ça peut être un peu du bricolage. En tout cas, pour essayer de le globaliser un peu plus, moi, à ma connaissance, effectivement, j'ai pas du tout à l'esprit un territoire qui a su appréhender ça. Bon, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, j'en ai pas eu écho. Et de la même manière sur les sujets de cybersécurité, où maintenant la question c'est presque plus est-ce que je vais être concerné, c'est quand est-ce que ça va nous arriver. Globalement, ça arrive chez à peu près tout le monde. D'ailleurs, la DGCF, on en a été victime il y a 2 mois. Notre site a été planté pendant plus d'1 mois, presque 2. Voilà, donc c'est la preuve que ça n'arrive pas qu'aux autres, ce genre de choses. Et là aussi, sauf erreur de ma part, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment appréhendé dans le cadre des démarches de plan de sauvegarde, alors que ça devient un enjeu totalement structurant. Donc c'est pour ça qu'il existe de plus en plus de briques dans cette gigantesque boîte de la prévention et de la gestion du risque. Et très clairement, ces 2 sujets-là nouveaux en font partie. Il va falloir qu'on les intègre vivement. Bien, écoutez, Paul Emmanuel, je voulais dire un mot, peut-être. Oui, je voulais juste compléter le propos, c'est que ces dernières années, il y a 50% d'augmentation des cyberattaques dans les collectivités. Et on voit qu'il y a 2 sujets qui se rassemblent. Il y a le volet risque cyber, atteinte à l'image, piratage de données, et puis aussi la législation RGPD qui on va dire, quelque chose de majeur ces dernières années dans le fonctionnement des collectivités. Et il y a des petites choses qui peuvent se mettre en place rapidement, comme ne pas garder dans des mails des mots de passe, ne pas sauvegarder sur des boîtes qui sont accessibles en ligne des données qui peuvent être problématiques. Et donc là, c'est les DSI qui vont être force de proposition pour mieux sécuriser les accès à des informations sensibles. Et puis, voilà, être vigilant sur le fait de ne pas sauvegarder certaines informations en libre accès. Et là-dessus, nous, on intègre ce risque cyber parmi les 5 grandes familles de risques qu'on met en place, mais très peu sont encore mis en place. C'est quelque chose qui doit se démocratiser, je pense, rapidement dans les PCS, mais la problématique du risque, c'est que les cinétiques de risque sont différentes. Une tempête ou une transport de matière dangereuse, ce n'est pas les mêmes cinétiques, rapides, lentes. Et le risque cyber a une cinétique lente qu'il faut intégrer aujourd'hui, je pense, dans les PCS indéniablement. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup. Vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site VK des webconférences qui traitent de ce sujet des cyberattaques. Un grand merci vraiment à tous les 3 pour vos propos qui étaient très clairs, très éclairants. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais à la plupart. Et puis, vous pouvez éventuellement poser ces questions au service VK Ligne Expert qui peuvent également y répondre. Et de toute façon, vous pouvez, par rapport aux questions que vous posiez à Numérisque, effectivement, rentrer en contact directement avec Paul Emmanuel. Donc, un grand merci à tous les 3. Merci à SMAC l'assurance qui nous a permis de faire cette webconférence et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.